Mesdames et messieurs, après un petit moment d'absence, on est de retour pour le Weekend AB Show pour le 139e épisode, Mika. Il s'en a passé des choses, on a beaucoup de choses à dire. Comment tu vas? Bah écoute, ça va, hein, on se remet là à 9 jours du combat et ça va, bah, ça va mieux, hein. Les Bah ça va, vacances. t'as bien récupéré là, t'es pas... Non, ça va, ouais. Après, j'ai eu des petits points de suture, mais yes, ils sont partis, puis c'est tout, hein. Mais ça, y C'est est, le ça combat, hein. c'est le combat et c'est surtout, on va dire, t'as ton habitude un peu de sortir un peu cabossé des Ah ouais, combats. moi je suis arrivé toujours un cocard, toujours. Je suis obligé, je suis comme ça. Ah mais écoute, tant que tu vas bien, c'est le principal. On va revenir bah, sur ta dernière danse, Mika, sur le KSW, sur l'annulation du PFL Paris, sur la défaite de Manon Fiorot face à Shevchenko. Il y a pas mal d'actualités. Et avant ça, n'oubliez pas de vous abonner. Pour vous rappeler, l'atelier L'Art de boxer, notre partenaire, les liens, ils sont dans la description. Donc, et n'hésitez pas à poser vos questions sous les commentaires. Donc, on recevra Stéphane à nouveau et il pourra répondre à toutes vos questions. Et voilà, Mika, on va démarrer par toi. Ah, vas-y. KSW, Amina Ayoub contre Mickaël Lebou. Et c'est marrant, en fait, tu sais, regardais en fait l'ancien podcast, un extrait que j'avais posté. Et en fait, tu demandais au KSW de poser 40 000. Enfin, tu demandais pas au KSW, mais tu disais, vas-y, pour moi, pour 40 000, je le fais. Un catchweight, je le fais. Et finalement, en fait, vous avez eu tout ce que vous désirez, toi et Amine. C'est ce que, ouais, c'était ça, quoi. Ouais, bon, après, on s'est battu pour que le combat il se fasse et après, bah, on l'a bien rendu, j'ai envie de dire, parce que franchement, on s'est donné, hein, dans la cage, hein. On a fait tout. Enfin, moi, j'ai vraiment tout donné. Après, j'ai des regrets forcément parce que ça s'est pas fini comme j'aurais voulu, mais en tout cas, dans la cage, on a fait en sorte de faire un combat où Épique. on s'est pas menti, on n'a pas menti au public et d'ailleurs, ça a été élu Fight of the Night. Donc c'est qu'on a fait un beau combat quand même. Et voilà, c'est ce qu'il faudra, en tout cas pour ma part, retenir de ce combat, c'est ça. Après, voilà, après, il y a la partie trash talking, la partie où on vend le combat et tout, mais après, la réalité, c'est que c'est un bon combattant et félicitations à lui pour sa victoire, hein. Non, Et maintenant, ouais. je souhaite le meilleur pour la suite, vraiment. Et voilà, après, combat difficile parce que, qui se traduit par une défaite, mais combat assez serré au final quand même, tu vois, bien disputé. Mais il a été dans l'attitude et dans la gestion de son cardio meilleur, je pense. Et bah, ça a payé. Félicitations à lui. Ah, c'était un beau combat, c'était bien engagé et j'ai envie de te dire, ça a tenu toutes ses promesses. Après, forcément, la partie trash talk, bah, comme tu l'as dit, c'est pour faire vendre. On sait qu'il y a aucune animosité entre Amine et toi, donc ça a tenu toutes ses promesses, c'était un beau combat. Et bah après vient la décision, et vient toutes tes paroles, le fait que tu déposes les gants au milieu de la cage. Est-ce que c'était réfléchi avant le combat ou tout allait dépendre, on va dire, de la finalité? Non, en fait, le coup, bah, après, je le dis pas parce que ça met une pression supplémentaire, donc j'en parle pas de trucs comme ça. Mais même là, en fait, j'ai repris une activité professionnelle qui va me prendre énormément de temps et je reprenais début juin, donc je savais que c'était mon dernier combat et c'était acté que c'était mon dernier combat, tu vois, je l'ai dit même à mon staff et tout. Après voilà, ça ne servait à rien de communiquer là-dessus avant le combat parce que faut pas se mettre de pression supplémentaire. Mais en tout cas, non, non, mon dernier combat et voilà, c'est aussi pour ça que j'ai voulu tout donner dans ce combat. J'ai voulu peut-être trop bien faire. J'ai dépensé beaucoup d'énergie à essayer de bien faire et voilà. Après, c'est pas passé, mais dans ma tête, c'était mon dernier combat. Ouais. Ouais, bah après, on va dire physiquement, est-ce que tu l'as ressenti, on va dire, comme tu l'as dit, t'as 37 ans, est-ce que tu l'as ressenti à un moment donné, que ce soit pendant la prépa ou sur la Fight Au Week, pendant le final, coaching, un truc comme ça? dans la prépa, je l'ai senti quand même. Tu vois, parce que redescendre à 73, c'est quand même pas. À 72, Ouais. c'était pas facile. J'aurais même pu faire le poids en termes de cutting. Le cutting a été facile. Mais par contre, c'est vrai que 2 semaines et demie avant le combat, j'étais fatigué du régime. Mhm. Ça, je l'ai vraiment ressenti. Vraiment, ça, je l'ai ressenti. Ouais. Et du coup, j'ai peut-être été trop strict sur le régime pour me rendre le cutting facile, alors que j'aurais mieux fait de faire
tu vois, de partir d'un peu plus haut et parce que le cutting, au final, il s'est archi bien passé très facilement. Ouais. Et je me suis peut-être fatigué avec le régime, mais bon, voilà, après, c'est du détail. Mais ça joue parfois à ça aussi. Et la réalité, c'est que je me suis entraîné très dur. J'ai... Et c'est là aussi où, tu vois, tu prends conscience quand même qu'avec l'âge, tu peux plus te permettre de faire... en termes de récupération, c'était dur. Mhm. Je le voyais, tu vois, par rapport à l'époque où j'enchaînais et tout. Là, c'était quand même bien dur. Et même, tu sais, j'ai eu beaucoup de sparring partenaires et tout. Et franchement, les mecs, ils sont forts. Ouais. Il y a des mecs vraiment, tu vois, certains gars, ils m'ont impressionné par leur niveau, alors que les gars en MMA, ils sont même pas à leur prime, tu vois, ils sont à 5, 6, 7, 0 pour certains, et les mecs, ce sont des tueurs. Donc, content parce que j'ai été exigeant envers moi-même et j'ai flirté avec le haut niveau, très haut niveau dans cette préparation physique et dans cette préparation d'entraînement. Et voilà, après, franchement, je vais pas broder autour de ça, mais je suis content. J'ai fait un bon camp d'entraînement, on a fait un beau combat, et puis malheureusement, je suis très déçu parce qu'il n'y a pas eu le résultat, mais c'est comme ça. Là, forcément, après, de toute manière, comme tu as dit, t'as pas de regrets à avoir, hein, même si t'en auras tout le temps, parce que tu dis t'aurais pu faire ceci ou cela. Bah Mais ouais. très honnêtement, t'as eu une belle carrière, t'as combattu dans les meilleures organisations, t'as fait les beaux jours du MMA, Ouais, c'était puis même pas surtout, j'ai fait légalisé. la dernière performance, ça reste un gros combat, tu vois. Amin Ayoub, c'est quelqu'un qui est top 100 mondial. J'ai 37 piges, j'arrive et je fais une préparation de ouf. On fait le combat de la soirée au KSW. Le combat, il est quand même bien serré. Bah, qu'est-ce que tu veux? Après, c'est le sport, tu vois. Il a été meilleur. C'était son soir, on va dire. Mais ça s'est joué à pas grand-chose quand même. Il y a des choses qui t'ont surpris de son côté sur sa performance ou peut-être des choses où t'as peut-être Non, négligé ou autre. Ouais. ouais, ce que j'ai sous-estimé chez lui, c'est sa capacité à relancer les efforts. Mhm. Vraiment, ça m'a. Je savais que c'était un diesel, tu vois, mais quand même, j'ai trouvé que, il a une capacité à relancer les efforts qui était impressionnante. Et son langage corporel, ça a joué pour beaucoup aussi dans la manière de noter les décisions parce que je suis pas sûr que en termes de puissance de frappe, il donnait le sentiment d'être plus puissant, plus haut. C'était pas forcément Le cas? la réalité au troisième round, c'était pas forcément ça. Mais par contre, son attitude laissait penser qu'il était encore là, présent et qu'il avait du jus. Et félicitations à lui parce que ça a payé. Ouais. Ouais, bah écoute, on va revenir sur quelques combats. Juste une petite question, parce que quand tu parles d'âge en disant que tu as 37 ans et que tu le ressens dans la récupération, on dit souvent que 33 ans, 32 ans, c'est la force de l'âge pour l'homme. Est-ce que toi, t'as ressenti un regain d'énergie vers cet âge-là? Bah, après, 30 à 33, c'est à peu près ma période prime, on va dire, où j'étais au M1. Et clairement, c'était la période prime. Enfin, moi, je considère ma période prime, tu vois, les cuttings se passaient bien, j'étais fort physiquement, je récupérais bien, j'avais une bonne expérience. Donc voilà, et là, clairement, en fait, c'est en récupération que tu le sens beaucoup avec l'âge. La réalité, vraiment, c'est sur la récupération. Temps de sommeil archi important, hygiène de vie stricte. En fait, quand les prépas font que tu peux pas te consacrer à autre chose que la prépa. Mhm. Et c'est vrai que tu mets toute ta vie entre parenthèses le temps de la préparation et de ton entraînement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. En tout cas, ouais, on va revenir quand même une cas sur l'événement, mais c'était un bel événement, hein. Moi, je le regardais depuis ma télé. Après, pour toi, forcément, tu étais dans le feu de l'action, dans les vestiaires. Je pense pas que tu as pu voir tous les combats qui se sont déroulés. Moi, non, je sais pas. Après, j'ai regardé un peu quand même, tu sais, il y a la télé. Par contre, la salle était très bien et tu vois, j'ai préféré l'ambiance à Lyon que l'ambiance à l'U-Arena dans le sens où c'était plus petit, c'était rempli, c'était full. Le public lyonnais, Ouais. franchement, il a été bon. Après, il y a eu des performances du petit jeune là de la Hatch. Il Ouais, a fait une sur le grosse Kaoshan qui faisait performance. Bon, ses débuts professionnels, ouais. il a pas pris une chèvre en plus, hein. Il a pris un mec solide, hein. Ouais, il a pris un gars solide, hein. Ensuite, J'ai même eu un petit peu peur dans le premier round, dans les premières minutes. Je pense qu'il a pris un petit peu de temps à rentrer dans son combat. Mais après, franchement, il a su réajuster, il a su, on va dire, regérer les distances. Et tu sais, au fur et à mesure en fait, que le combat est passé, tu vois qu'il montait en puissance. Et que son adversaire, il commençait justement en fait, à accuser le coup, tu sais, en termes de cardio, etc. Et franchement, non, franchement, il a mis les deux pieds dans le plat. Tu sais, moi, j'avais parlé avec son père. De base, c'était pas du tout leur plan de carrière, hein. Ils devaient vraiment continuer à faire le circuit amateur.
Mais tu sais, là, tu sais, des fois, on parle souvent de ne pas trop perdurer dans les MMA amateurs, parce que même la transition, elle se fait, elle est un petit peu compliquée. Mais je pense que lui, il a fait, tu sais, il a pas trop perduré, il a pas trop non plus, tu sais, comment on dit, tu sais, il a trouvé le juste milieu. Je pense qu'il avait à peu près une dizaine de combats en amateur et boum, il est passé pro. Un peu comme Boel Cambouge aussi, qui a une dizaine de combats et qui a signé. Il vient de signer au Tu Arrest. vois. Donc je pense que c'est bien. Des Bah, fois, ne pas trop perdurer et ne pas trop se précipiter, quoi. après, la manière Hatch aussi. En plus, Hatch, il fait beaucoup d'amateurs événementiels. Il fait très peu participer ses combattants en amateur fédéral. C'est-à-dire que c'est rare de voir un gars de la Hatch Academy sur le circuit Europe ou Monde en équipe de France. Il les fait combattre en amateur sur le circuit événementiel, donc au 100% fight ou d'Otorga. Ouais. Et donc, du coup, ils ont quand même l'habitude d'avoir un peu une organisation type PEF, type AEC, type 100% Fight. Donc, c'est des grosses orgas pour les amateurs. Et donc, derrière, la transition, elle se fait plus facilement en professionnel. Mais je te rejoins tout à fait. C'est des combattants, ils ont montré qu'ils avaient le niveau en amateur, ils arrivent en pro. En tout cas, pour Soul, ça a été incroyable. Je pense que pour Wild, ça va être la même chose pour Cambouche. Donc, félicitations à eux. Ensuite, il y a eu Vaco aussi. Il a fait un bête de fight que j'ai Amri bien Wako, aimé. ouais. Ouais, franchement, on voit une belle progression de sa part, hein. Ouais, ouais, il est solide. Al bah voilà, il confirme tout le bien qu'on pensait de lui. Après, nous, on le savait parce qu'on Ouais. l'a vu à l'entraînement. Et franchement, il est juste super fort. Franchement, la vérité, il est fort. Et ça me refait dire que la KT des 66 kilos en France, elle est dangereuse. Ouais, mais Quand tu vois c'est la c'est catégorie l'une des la plus la fournie, plus même fournies. mondialement, ouais. Ouais. Après, Mais à Lyon, peut-être ce qui lui même en manque à Lyon, France, il lui manque juste un petit peu de méthode, de côté méthodique, parce que tu vois que c'est un combattant qui combat à l'instinct. Tu vois, il a du cœur ouais, de ouf, hein, mais c'est ce qui lui réussit. C'est ce qui lui bah réussit parce ouais, qu'en t'as plus, vu quand il frappe, il fait mal. Quand il frappe, il fait non, mal. mais Tu tu vois vois qu'il qu'il fait met toute mal. sa vie, qu'il met tout son cœur là-dedans. Et non, il a eu un beau finish, hein. Je crois que c'est un genou qui touche au sternum, mais Ouais. après, il enchaîne avec un grand end pound. Parce que l'adversaire, il était solide, hein, qui Ouais. prenait, hein. Ah ouais. Franchement, hein. Et, et donc, félicitations à lui. Ensuite, il y a eu, comment il s'appelle? Light Zerouni. Il fait un bête de fight. Sincèrement, franchement, gros respect. Parce que vraiment, hein, tu sais, pour revenir rapidement sur sa carrière, on l'avait déjà reçu et c'était vraiment une carrière en dents de scie. Tu sais, c'était vraiment le mec que t'appelais en dernière minute au Bellator, à l'UAE Warrior, il perdait bêtement. Et franchement, là, il montre que bah, déjà, il a trouvé l'orga qu'il lui fallait. En fait, ils se sont bien trouvés, lui, le KSW, il prend un gars hyper solide. Mais non, franchement, respect. Respect, comme quoi, Ouais, tu sais, respect, la hein. résilience, c'est que c'est pas parce que parfois tu peux être en négatif que, tu vois, il faut laisser tomber, tu vois, parce qu'on a beaucoup de cette culture de la défaite. Donc, une ou deux défaites, on dit ça y est, c'est fini. Et lui, il montre que non. Là, il va te chercher sûrement une ceinture mondiale bah, pour son Il va aller prochain chercher combat. Kalidov, hein. Il va aller combattre, ça se trouve, contre Kalidov. En tout cas, Laïd, incroyable. Franchement, c'est la méga star française du KSW après Saladin Parnasse. Ouais, Il a été élu combattant de l'année dernière. Il signe 5 bonus en 5 combats. Non, c'est juste incroyable. Là, il a renégocié son contrat. J'étais avec lui là ce week-end, je l'ai ouais, vu, et on va le recevoir au AB Show. avec Mais plaisir. clairement, c'est le numéro 2 français derrière Nassourdine Imavov et c'est archi mérité. Ouais, Franchement, vraiment, c'est archi mérité. vraiment, ouais. Et ensuite, Saladin Parnasse, bah, qui performe de fou. Limite, c'est une habitude. Je le Ouais. disais la dernière fois, t'es tellement facile pour toi qu'on a l'impression que c'est logique, mais en fait, il n'y a rien de logique dans ça. C'est juste le travail. Non, c'est Le vrai, travail, le travail, le il y a travail. du travail, il y a de la pression comme tous les combattants, hein. Mais c'est vrai qu'en fait, il est tellement au-dessus du lot qu'on se dit, ah, ça y est, ah, c'est limite, t'as même pas besoin de regarder le combat. Mais la réalité, comme t'as dit, il y a Mais, des mais sacrifices, il y la a un coaching réalité, derrière, il y a du travail qui est fourni. Et ouais, et puis, en fait, il est juste fort. Il est juste archi fort. Et tout ce qu'il fait, tu as l'impression que c'est facile parce que c'est lui. Mais si tu mets n'importe quel autre combattant face à Marianne, tu vas te dire, ah ouais, c'est dur. Et la réalité, c'est que, bah ouais, il est juste monstrueux. tu sais, Et, moi, par euh, contre, et donc, ouais, excuse-moi, je dis un truc en fait qui me fait tilt à chaque fois. Tu vois, quand tu vois par exemple Dimitri Johnson et que tu vois qu'il a une photo avec au moins 13 ceintures de l'UFC parce qu'il a défendu sa ceinture. Comment se fait-il que Saladin n'a que deux ceintures? En fait, ça, c'est vraiment un truc, en fait, un détail, mais
je me pose la question parce que je me dis que normalement, ils se doivent de lui donner d'autres ceintures à un moment donné, tu Une vois. ceinture à chaque fois. Je Au sais pas moins, hein, parce que là, si. ça fait un petit moment et je crois qu'il a que deux ceintures. Je sais pas. Parce que je crois qu'il regrave à chaque fois. Tu sais, je crois Ah, qu'à chaque fois, il y a une nouvelle ceinture parce que je crois qu'à chaque fois, ils font, par exemple, Parnasse contre Marianne et que, tout. Mais il faudrait lui demander. Je sais pas. Franchement, je peux pas te dire. Après, je pense qu'il pose avec ses deux ceintures pour dire que je suis double champ. Genre 66-70. Mais, ouais. euh, mais je sais pas si à chaque combat, il a une nouvelle ceinture. Franchement, je peux pas te dire. Je crois que c'est la même parce que tu vois, il rentre avec. Et tu vois, la fois où il avait pris le revers contre. Comment il s'appelle? Le reste, Voilà. Bah, en fait, il y avait un inside et tu vois qu'il venait lui récupérer la ceinture pour la ramener à Thérèse dans les vestiaires. Et derrière, après, il l'a récupéré, tu vois. Et donc. peut-être. Je peux pas te dire. Franchement, c'est une bonne question, mais je peux pas te dire. Ouais. Ensuite, bah, la suite pour Saladin au mois de décembre, je pense, c'est Recombat, puisque le KSW reviendra sur Paris au mois Sur de quelle ville? décembre. C'est sur Paris? Et, ouais, et après, il y a Laïd, je te dis, Laïd, il y a de fortes chances qu'il combatte en Pologne contre Khalidov, hein. Franchement, Et ouais, c'est Ralidov qui est actuel champion du monde 84 là. ouais, parce qu'il avait battu Bartos, justement, qui Ouais. était monté de KT pour tenter de récupérer. Donc, Mm. non, ça va être c'est incroyable en tout cas. Si ça se passe, c'est incroyable et de tout cœur avec l'Aïd. Ouais. Ensuite, le même soir, on a eu l'UFC avec le retour de Benoît Saint-Denis qui combattait un adversaire, il faut le dire, c'était pas le plus dur que Benoît ait affronté en carrière. Excuse-moi, Mika, juste une petite Maintenant, parenthèse. Je viens de vérifier, c'est Piotr Kuberski, le champion, et Mohamed Ralidov, qui est classé deuxième. ah En tout ok, cas, bah, sur le site du KSW, en tout cas, c'est comme ça. Ouais, alors petit croustille, il se pourrait que l'Aïd affronte Khalidov en tout cas. ok. Ok, ok. Et sur Paris ou en Pologne, du coup? Non, ça serait plus en Pologne. Ok, ok. Ouais, est-ce que on peut. Ouais, vas-y, tu voulais revenir sur l'UFC? Ouais, bah, le même soir que le KSW, on a eu comment dirais-je? Ouais, il y avait l'UFC Euh, 315 avec Benoît Saint-Denis, Manon Fiorot, etc. exactement. Et bon, voilà, le retour de Benoît Saint-Denis, la réalité, c'est que son adversaire, bah, c'était vraiment en dessous du niveau de Benoît, hein. On le savait que normalement, sauf, euh, sauf grosse contre-performance, Trépolec, il allait pas faire le poids face à Benoît Saint-Denis. Trépolec, je crois, il est numéro 170e mondial. Benoît Saint-Denis, il est numéro 26. Mhm. Donc, il y avait un gros gap. Après, faut faire attention parce que le gars, il aurait pu arriver et Et faire gâcher la n'importe fête, quoi ouais. parce qu'il avait rien à perdre. Mais on a vu la grosse différence de niveau entre les deux. Franchement, on On a a vu, vu tu la vois. grosse différence de niveau et puis même la manière dont il boxait, tu sais, c'était une boxe très peu académique. Tu voyais que Prépolek, tu sais, qu'il n'y avait pas de punch lorsqu'il frappait, tu vois. Et justement, moi, je pense que ça, c'est un combat que Benoît, il aurait dû vite abréger pour ne pas trop montrer de faille de son côté. Tu vois, parce que Bah, sur le premier round, il a dit premier ouais, round, exactement. il a écouté le game plan de son nouveau coach Nicolas Haute, donc il a voulu lui faire plaisir en allant lutter, prendre le dos. Et franchement, ça c'est un domaine qu'il maîtrise bien. Maintenant, dans le deuxième round, il a un petit peu lâché les chevaux, il s'est un petit peu fait plaisir. Et c'est vrai qu'il y avait des phases offensives où tu sais, j'avais un petit peu peur. Et même les phases où il est contre la cage et tu sais, qui met les coups de coude, je trouvais que ça manquait d'impact. Je sais pas si après, il y avait peut-être de la fatigue due au coaching et forcément à la prépa qui a été sûrement dure, mais je trouvais que voilà, je trouvais qu'il avait montré quand même beaucoup de failles. Surtout que l'adversaire, il était pas, comme t'as dit, c'était vraiment un niveau largement au-dessus. Il faut pas oublier que là, Benoît, il est actuellement top 12 tu vois, de la catégorie, l'une des catégories la plus fournie et l'une des catégories tu vois, la plus dure, tu vois. Et donc voilà, en tout cas, c'est vraiment mon ressenti sur le deuxième round. Et surtout que là, en plus, lui, bah là, il est de retour, forcément, il, il reprend un gain de confiance. Et là, il demandait Gamrot. Et moi, je pense que ce sera con de dire un combat de retour parce que là, il est dans le top 15. Donc en réalité, il n'y a pas de combat de retour, mais je pense qu'il va falloir prendre un combat stratégique
pour regagner en confiance, reprendre ses armes et avant de d'aller chercher des Gamrot ou d'autres combattants quoi. Pas de confiance, c'était celui-là, hein. Après, comme je te dis, le gars, ses trois dernières victoires, c'est contre le 318e mondial, 460e mondial et 1484e mondial. Donc, c'est clair que c'était pas, c'était pas un adversaire de taille pour Benoît. Maintenant, quand tu vois ce que Benoît lui a fait, moi, je l'ai jamais réellement senti en danger. Après, effectivement, au deuxième round, quand il commence à engager la boxe et tout, bah, c'est du Benoît, tu vois, forcément, il s'expose. Mais s'il s'est exposé comme ça, ce que je crois comprendre Parce de qu'il ce n'y avait qu'il pas a de dit, danger, c'est ouais. parce que, ouais, c'est parce qu'il n'a pas ressenti de danger. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu, que s'il était face on va dire, à un boxeur très propre, il aurait pu se faire contrer. Mais s'il s'est permis de faire ça, c'est aussi parce qu'en face, c'était pas un boxeur très propre. Maintenant, je pense que, comme tu l'as dit, de toute manière, il est dans le top 15 de l'UFC et des combats comme ça, il n'en aura plus. Et là, j'ai envie de dire, le tour de chauffe, le retour, il a été fait et tant mieux qu'il y a eu ce désistement de la part d'Alvarez. Comme ça, il reprend confiance, il revient. Ouais. Mais Aïe, là, il est reparti dans le grand bain et voilà. Et tout Mais le monde l'attend, ouais. malheureusement, au tournant, que ça soit Fiziev, Gamrot ou les autres, tu vois. Mais moi, je pense qu'un combat Donc, contre Michael Chandler, ce serait bien. bah, Chandler, c'est le meilleur, franchement, c'est le meilleur adversaire qu'on peut lui proposer aujourd'hui parce que Ouais. c'est un gros blaze, parce que c'est un action fighter et parce que bah, on l'a vu face à Pinblet, il encaisse plus comme il pouvait. Mhm. Et donc pour Benoît, moi aussi, je suis d'accord avec toi, c'est le combat juste rêvé. Parce que Ouais. déjà, on sait que ça va être un combat d'action et surtout, je vois Benoît largement supérieur au sol et à Chandler. Donc, quand bien même Chandler amènerait le combat au sol, il n'y a pas de gros danger, tu vois. Ouais, ça lui fait accrocher un gros nom à son palmarès, donc ouais, je pense que c'est un beau match à faire. Bah, je suis d'accord avec toi. Ensuite, il y a eu l'UFC. Sur l'UFC, je vais revenir sur. Bah, pardon, on y était, mais je vais revenir sur deux autres combats. Mhm. Il y a une fille qui m'a impressionné. Je l'avais déjà vue à l'UFC monter et gravir les échelons. C'est Natalia Silva. Ouais, Elle est loin d'avoir un record parfait, on va dire, parce qu'elle a 19-5. Mais la réalité, c'est que ces cinq défaites, elles sont arrivées quasiment en début de carrière. ouais. Et depuis qu'elle est à l'UFC, c'est un 7-0. Mais je vous assure, quand vous regardez ce qu'elle a fait à Grasso, qui était championne il y a encore moins d'un an, vous dites, c'est pas possible. Elle a, mais juste Elle a surclassé, roulé ouais. sur Alexa Grasso. Et ces quatre derniers combats, c'est des combats à la décision, mais à chaque fois, par exemple, contre Andrade, c'était un fight of the night, quoi. Et la réalité, cette fille, je pense que c'est la future prétendante qui va aller chercher Shevchenko. Et pour moi, elle a toutes les armes pour être championne un jour. Donc, pour ceux qui la connaissent pas, Natalia Silva, suivez-la, elle est vraiment très, très forte. Après, je sais pas si elle aurait son prochain title shot, parce que je crois que là, elle est encore classée huitième sur le classement. Donc, Euh, ah ouais, ouais. parce qu'en battant Grasso, quand même, j'aurais pu penser qu'elle allait être, Non, parce qu'en tout cas, là, sur qu'elle allait. le... je vais quand même vérifier, mais sur le classement, Bon, il me semble que maintenant, elle était quatrième. Je vais le mettre devant mes yeux. bah, c'est pas possible, gros. T'es sûr que toi, Attends. tu parles pas du pun for pun féminin? Ah, attends, t'as peut-être raison, ouais. Attends, Ouais, je vais le parce mettre devant que mes yeux. non, elle est Ouais, deuxième, excuse-moi, Natalia elle est Silva. première. Bah, en tout cas, Elle moi, est première, sur le ouais. site de l'UFC, elle est Ouais, ouais. première, Manon Fiorot deuxième. Ouais, donc Et ouais, Alexandra Grasso, trois. c'est fort Ouais. probable, ouais. Bah, en tout cas, elle est vraiment, je te le dis, elle est franchement très forte. Incroyable. Bah, tu sais, moi, j'aimerais peut-être, pourquoi pas un combat contre Manon Fiorot? Tu sais que Manon Fiorot puisse la taper parce que on va y revenir, mais le combat contre Shevchenko et Manon, c'est pas vraiment joué à grand-chose, tu vois. Donc, Bah, vu que ça, on va y revenir, ouais. Juste, avant ça, je veux revenir sur le combat Zahabi contre José Aldo. ouais. Pour moi, il n'y a pas un monde où Zahabi il gagne le combat. Pour moi, José Aldo, il gagnait le combat. Mais Euh, tu sais, la c'est- problématique, c'est que même Josaldo, lorsqu'il a combattu il y a quelques mois, j'ai oublié le nom du gars qu'il avait en face. Pareil, c'était un peu une décision controversée. Et en fait, ça a un petit peu gâché son run. Parce que il avait sûrement dit, en tout cas moi, de mon impression, qu'il visait vraiment un dernier run tu sais, vers le titre. Et la problématique, c'est que là, pareil, encore une fois, décision controversée, et boum, il dépose les gants. Et franchement, ça me fait vraiment chier parce que, ok, il est peut-être plus vendeur comme avant. Il fait partie de l'ancienne génération.
Zabi de la nouvelle. Mais franchement, ça m'a vraiment fait chier pour lui. Je te jure, ça m'a vraiment fait chier pour lui. Je suis d'accord que ça soit Mario Bautista C'est ou ça, ouais. Zahabi, pour moi, il méritait de gagner. Et d'ailleurs, tous les sites de MMA, je vous le dis, quand vous avez des doutes sur les décisions comme ça, vous regardez, allez sur un site, il est super bien, ça s'appelle MMA Décision. Et en fait, il reprend tout le scoring de tous les acteurs professionnels du MMA, de tous les médias, et il vous donne un peu le ressenti de tous les professionnels. Et quand vous regardez les sites, bah, tout le monde voyait Aldo gagnant quasiment. Mais vraiment tout le monde. Donc ça, c'est des indicateurs qui prouvent il y a vraiment eu un problème, en tout cas dans la manière dans les critères de notation. Parce que pour moi, clairement, Aldo, il prenait le premier et le Ouais. deuxième de manière sûre et certaine. Et ensuite, bah, le combat Manon Fiorot contre Shevchenko. Ouais. Manon Fiorot qui a pas démérité, hein. Franchement, tu le disais. Euh, Mano Fioro qui malheureusement au premier round se fait je pense que le premier round a coûté cher à Manon parce qu'elle se fait durement toucher sur le nez, Ouais. elle doute. Après je pense que peut-être la pression, le main event, la ceinture et tout ça a joué beaucoup et que bah Shevchenko qui a l'habitude des grands rendez-vous, elle est rentrée plus vite dans le combat. Et là ce qui m'a surpris c'est qu'on a une Manon au deuxième round qui revient incroyablement fort, qui, pour moi, même gagne le troisième round, selon moi. Manon, elle prend le 2 et le 3. Et puis, Shevchenko, avec l'expérience, reprend le 4 et le 5. Et c'est vrai que le cinquième round, comme tu le dis, il est assez Ouais. disputé. Mais j'aurais quand même la réalité, c'est que j'aurais quand même tendance à le donner à Shevchenko. Mais j'ai trouvé que Manon Fiorot, elle a fait preuve d'une résilience de ouf. Parce que après le premier round, revenir aussi fort dans le 2 dans le 3 et revenir aussi fort dans le cinquième round, qui est censé être le round le plus dur, c'est le round de championnat. C'est assez incroyable. Et surtout, après le premier round, comme je le dis, je pense qu'il y a quand même un fait de combat. Elle se fait durement toucher au nez, elle a du mal à revenir. Mais je crois qu'il faut se rendre compte de la performance que Manon a fait. Oui, c'est une défaite, mais on parle d'un 48-47, c'est-à-dire que les trois juges lui donnent deux rounds. Les trois juges sont d'accord pour lui donner le deuxième round. Il y a deux juges qui lui donnent le troisième round et il y a un juge qui lui donne le cinquième round. Bon, bref, en tout cas, c'est 48-47 pour Shevchenko et Manon qui a fait, je trouve, un gros combat. Euh, Ouais. Difficile parce que ça joue sur des détails, donc je sais même pas, franchement, j'ai même pas la prétention de dire qu'est-ce qu'elle aurait pu faire de mieux. Bah. Juste peut-être, Ouais. selon moi, c'est le premier round. Shevchenko était peut-être un peu plus prête, peut-être un peu moins stressée, Bah forcément, plus Mika, hein, relâchée et c'est l'habitude des son, grands rendez-vous. c'est exactement ça, c'est son énième rendez-vous déjà pour un combat de championnat. Je vais pas vraiment revenir moi sur la décision ni sur la performance, mais plutôt sur le fait de combat comme t'as dit dans le premier round. Bah, compliqué, hein, tu viens après un an et demi d'absence. Tu vois que en tout cas selon moi l'UFC ils lui ont pas vraiment facilité l'accès en tout cas au titre. Tu sais, on sait pas réellement ce qui s'est passé. Forcément, tu sais, en tant qu'athlète, tu dis, ouais, tout s'est bien passé pendant un an et demi, j'ai pu faire ceci, j'ai pu faire cela, mais vraiment, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne voit pas. Et forcément, donc, il devait y avoir de la pression. On l'a vu, hein, Manon, c'était, en tout cas, dans le premier round, c'était pas la Manon qu'on connaît, même dans sa manière de boxer. Tu sais, elle envoie son jab et son sidekick, là, à répétition. Et malgré ça, en fait, tu vois que Shevchenko, elle est bien ancrée sur ses appuis, elle attend le call contre, et c'est à ce moment-là qu'elle se fait durement toucher. Après, il y a une réadaptation sur le round d'après, etc. Mais ouais, comme on l'a dit, c'est une défaite pour le titre. Et il y a plein de combattants qui ont perdu pour le titre, mais qui ont derrière su le prendre derrière. Moi, là, je pense que voilà, c'est un 5 rounds face à Shevchenko. Elle en ressort grandi. Et voilà, c'est pas fini, c'est sa première défaite à l'UFC. Elle était sur un run parfait. Donc là, elle perd contre la championne qui est considérée comme l'une des GOAT de la catégorie, si ce n'est la GOAT. Donc non, y a pas à rougir. Il y a pas à rougir et forcément, en fait, bah, c'est pas fini. C'est pas fini. Et malheureusement, je trouve que déjà, je trouvais qu'il n'y avait pas assez vraiment de Donc, vraiment. soutien. De Ouais. soutien, j'ai l'impression en tout cas avant le combat. Et même après le combat, faut pas oublier que elle a perdu en finale. Donc forcément, on n'est pas pessimiste ou défaitiste en disant faut l'applaudir. Mais voilà, c'est très honorable ce qu'elle a fait. Elle a porté la France au plus haut niveau. Donc
On peut que la soutenir et espérer qu'elle puisse revenir à nouveau, faire un run et aller prendre le titre. En tout cas, elle en a la capacité. C'est pas comme si elle avait perdu dès le premier round, tu sais, en quelques secondes, en quelques minutes. Là, elle a vraiment montré qu'elle avait de la résilience, qu'elle avait un mental, même si c'était pas facile, parce que comme tu l'as dit, elle se fait toucher au premier round. Je sais pas si le nez il est fracturé ou pas, mais voilà, tu vois que déjà c'est gênant pour respirer. Le nez voilà, c'est le jab ou le bras arrière, bah forcément il atterrit souvent sur le nez, donc voilà, c'était pas évident de combattre dans ces conditions-là. C'est pas évident. Regarde le combat Gadji contre Holloway. Le fait de combat, c'est quand Gadji il se fait toucher au nez, Ouais. tu vois. Mhm. Et ça change tout un combat. C'est Et vrai. moi, je trouve que la force mentale d'aller chercher le deuxième, le troisième round, c'est incroyable. Et après, effectivement, Shevchenko a l'expérience, peut-être plus de gestion de 5x5, round de championnat, qui vient récupérer le 4 et le 5. Après, le truc, c'est qu'on a l'impression que Shevchenko, c'est ça qui est difficile avec elle, c'est que tu as l'impression qu'elle a besoin de peu pour accélérer et elle se contente de peu. En fait, c'est ça qui est dur avec Valentina Shevchenko, c'est que tu as le sentiment que dès qu'elle veut accélérer, elle peut accélérer. Mais vraiment, je suis entièrement d'accord avec toi pour dire que Manon Fiorot, j'ai trouvé qu'elle a manqué, même si on fait pas la mendicité pour avoir de la hype autour d'elle ou autre, j'ai trouvé quand même qu'il y avait un manque d'enthousiasme autour du combat de Manon Fiorot. Et c'est assez dommage parce que c'est quand même celle qui était le plus proche de ramener la ceinture là actuellement. Et franchement, ça s'est joué à pas grand-chose. Effectivement, Mika, bah je pense que la transition elle est toute faite parce qu'il y a eu l'annonce de Dricus Duplessis contre Shimaev et a priori c'est Nassourdine Imavov qui est backup pour pour le titre. Après, Bah, ah, c'est mais ouais. exactement, si tu te souviens, c'est exactement ce que Younes nous avait dit Ouais. dans le podcast. Ouais. Il nous avait dit que Nassour serait backup et c'est ce qui se passe. Après, moi, je vais te dire ce que je pense. C'est comme quand Manu Fiorot, elle avait été backup pour le combat Grasso contre Shevchenko 2. Je Mhm. suis pas fan des backups parce que pour moi, c'est une perte de temps s'il n'y a pas de blessés. Bah, En c'est une perte de plus, temps, mais quand même, la tête, il est payé à faire le poids et à assister au combat s'il n'y a pas de blessés. non, Donc, mais ça ouais, va. mais il est payé, ça, ok. Mais toi-même, tu sais que c'est pas du temps de cash. Regarde Manon, le problème, elle s'est préparée pour ça. Mais selon moi, hein, encore une fois, selon moi, si dans le premier round, elle rentre peut-être pas avec tout ça, toute cette facilité et tout dans le premier round, c'est parce qu'elle a manqué de cage. Et Mhm. ça, la cage, tu peux pas le récupérer. Et même si C'est tu fais vrai. la préparation physique, même si on sait qu'il va être prêt physiquement et tout, bah, le temps de cage, ça s'achète pas. Et si malheureusement, bah, pendant un an, t'es pas dans la cage, bah, l'air de rien, Non, c'est t'as vrai. toujours ce petit truc. C'est Et différent c'est pour ça que je suis pas archi fan des backups. surtout quand tu es aussi méritant que ça, je Ouais. trouve que tu vois, d'être Après, remplaçant alors que. Mika, à la différence de Manon, c'est que là, Nasun, il a été très actif l'année 2024-2025. Donc, tu Ouais, vois, mais la réalité, s'il devait y avoir un backup sur la base du mérite, c'était Nassour qui devait affronter Duplessis et Shimaev qui devait être backup. bien Et c'est sûr, mais ça qui. ça va. C'est pas comme s'il avait pas combattu depuis longtemps. Là, son dernier combat, il Mais remonte à non, février. Je, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est exactement ce que je te dis, c'est que quand Duplessis va affronter Shimaev, si aucun des deux s'est blessé, bah, ça repousse l'échéance pour Nassour pour aller chercher la ceinture de au moins 6 mois. Et donc, du coup, ça Ça va nous repousse emmener et à. ça lui permet aussi d'assister, on va dire, en réel tu Oh, vois, à l'un de ses prochains bah, mais adversaires. ça veut dire que pendant 10 mois, il n'aura pas fait de cage. C'est ça que je dis. Après, moi, je dis pas que c'est bien, c'est pas. Mais regarde, C'est quelque chose il a qui, été. je Ouais, trouve que quand tu restes trop je suis longtemps d'accord, en je te dehors de la rejoins. cage, c'est pas bon. Comme Cyril Gann, je trouve que là, ça commence à faire beaucoup, malheureusement, que beaucoup trop de temps qu'on ne le voit pas dans la cage. Après, Et, et c'est excuse-moi. du gâchis quand je vois le talent de Cyril Gann. Tu vois, moi, c'est un truc. Quand je vois que Cyril Gann, la dernière fois qu'il a combattu, c'est le 7 décembre, franchement, ça m'enfale de ouf. Tu J'ai te envie de le rappelles, voir une tout petite sauter. parenthèse, tu te rappelles quand on avait eu un désaccord sur le cas de Aspinal et de Cyril, tu comprenais? Est-ce qu'avec le recul, tu comprends ce que je voulais dire maintenant? Ou non? Au contraire, je trouve que ça te donne tort à 1000%. Bah non. C'est- En Bah, gros,
Non, parce qu'en gros, leur activité, elle est quasiment similaire. Malgré que peut-être qu'il y en a un qui est bien aimé ou moins. En tout cas, ce que je voulais dire, c'était grosso modo, c'est toi, tu disais que l'UFC l'avait mis de côté. Moi, je disais non, parce que la preuve que Aspinall, il était champion intérimaire, mais il est toujours mais d'ailleurs. Mais en gros, quand on faisait le bilan sur leur activité 2024-2025, les deux, en fait, ils étaient quasiment sur le même, le même nombre de fights. Donc, je referme la parenthèse, mais c'était par rapport à ça que voilà. Et en fait, après, bah, pour revenir aussi à la sourdine, bon, même si c'est pas une source exacte, euh, les gens, généralement, on va dire la communauté MMA s'amuse à dire que bah, c'est quasiment la sourdine qui va combattre pour le titre, parce qu'on sait que Shimaev, bah, c'est vrai qu'il a pull out à de nombreuses reprises. Et je crois qu'il y a même Dricus, je crois, qui a dû tweeter un truc comme ça, si j'ai pas de conneries. Mais donc voilà, après oui, forcément, c'est toujours mieux d'avoir le combat officiel que d'être backup. Mais bon, maintenant. Voilà, ça lui permet d'empocher, je pense, un bon chèque, de pouvoir faire un training camp et de pouvoir déjà assister au combat, faire le poids. Et après, voilà, on sait jamais, Mika, ce qui peut se passer. Surtout qu'il y avait une rumeur qui disait que Dricus du Plessis, il était blessé. Lui, il a démenti, mais bon, je pense que si cette rumeur, elle est partie, c'est qu'il y a peut-être eu quelque chose. Shimaev, voilà, c'est quand tu regardes sa carrière, il a eu autant de pull-ups que de combats ces dernières années. Donc, en plus, il reste du temps. Il reste quand même, ouais, au moins 3 mois, donc tout peut se passer. Ouais, mais s'il y a une blessure qui arrive très prochainement, tant mieux. Maintenant, voilà, je trouve qu'il méritait mieux. On passe au Ares. Ouais. Sur le Ares, bah, les combats que j'attendais avec impatience, je fais un débrief très rapide, hein. J'ai bien aimé la performance de Benoît Prigent. Il n'a pas perdu de temps. Il est arrivé, il a fait le taf en 50 secondes. Et ouais, franchement, lui, il savait pourquoi il venait. Et Lima Congo, il signe son deuxième KO TKO au Ares. Belle perf. Ça fait très longtemps qu'il s'entraîne et il commence à éclore. Ça me fait plaisir de voir Ouais. que le travail paye. Mustapha Diakhaté, bah, toujours aussi impressionnant, pareil. Il a un grand endpoint, ça se voit, il est puissant parce que Jordan Nandor, c'est quand même pas un faire-valoir en face. Je trouve qu'il se défend bien, mais Diakhaté, c'était trop fort pour lui. Bien raté, j'aime Delphine, bien. Excuse-moi juste pour revenir sur lui, mais j'aime beaucoup le personnage. Déjà, en plus, les 93, c'est aussi une catégorie qui est peu fournie. Je pense elle se compte sur les doigts d'une main, hein, le roster des 93 à l'UFC. Déjà, même en France, il n'y a pas beaucoup de bah monde. là, Donc, c'est bien c'est. parce qu'en tout cas, au Ares, Diakhaté, par exemple, contre Paulin, ça peut être un Bien beau raté. fight. Bah, Paulin, je crois qu'il est plus sur le roster d'Arès. Là, j'ai vu qu'il combattait ailleurs. Ok, Donc, ben j'ai je pas crois vu. qu'il a été, ouais, je crois qu'il a été cuté de Arès. Et là, il est en tout cas, sur un autre événement, le Lyon FC, il me semble. Mais après, Ok. et d'ailleurs, Abdelrahman, je sais plus, j'ai son prénom. L'ancien champion Ouais. des moins 93, il a signé au Dynamite Contender Series. Ouais, mais lui, Ça fait- c'était sûr, je t'ai Donc dit. ça fait, tu vois, ça fait que Ouais. la ceinture elle est vacante. Après, est-ce que là, ça lui fait deux combats, Mustafa. Donc est-ce qu'il sera peut-être le prochain au titre? Mais déjà, je pense qu'il va falloir faire monter un 93 kilos parce que là, ramener, on va dire un athlète qui sort de nulle part pour lui donner une chance au titre. Tu vois, ce serait vraiment Bah pas, après, pas c'est légitime, dommage tu parce vois. en 93, il y avait des gars, tu vois, comme il y avait Paulin, Boafia et tout. C'est dommage qu'ils aient pas su les Bah garder. après, déjà, Bon, après. Boafia, c'était un moins 84 de base. Là, c'est son dernier combat qu'il a fait contre Ouais, Paulin en moins mais 93. il a du mal à descendre à 84 aussi, hein. Ouais. Mais d'ailleurs, bah, lui aussi qui sera au Dana White Contender Series, on n'a pas encore la date exacte, mais en tout cas, la saison, elle démarrera au mois de juillet, au mois d'août, jusqu'à octobre, à peu près. Donc, Bon, écoute, en on tout cas, pourra on avoir verra bien, de nouveaux Français à mais l'UFC, ouais. ouais. Ensuite, il y a Delphine Benoît qui fait un combat parfait. J'ai juste trouvé magnifique ses déplacements, distance de frappe. Elle rentre par la grande porte au Ares. Elle a beaucoup combattu au COF. Malgré ses performances, elle n'a pas réussi à exploser. Je pense que le Ares, ils vont trouver les clés pour la mettre en lumière parce qu'elle a fait une grosse perf. Hugo Guillon, bah, face à Vlad Goutou, il a parfaitement géré les distances aussi. Il a bien travaillé en ligne, le high kick bien senti. Mhm. Je pense que Jackie Jeanne aussi, qui a fait un beau combat contre Isaac Moulou. Vraiment gros fight, gros cœur. Jackie Jeanne, moi, c'est ça que Attends, je kiffe chez lui. moi, Il sait relancer les. juste parce que moi, pour venir à Vlad Gutou, moi, je trouve que c'est assez dommage. C'est un combattant de base qui a du potentiel, tu sais, il a une grosse lutte, il a vraiment un gros background en lutte, mais tu vois, on l'a déjà vu face à aussi c'était contre Virgil Hogan, mais pour le titre, tu sais, c'est vraiment un combattant qui manque cruellement d'intelligence, tu vois.
il y a aucune gestion d'énergie et en fait on voit qu'à un moment donné bah ça montre ses limites. C'est soit en fait Ah, il arrive à s'imposer assez rapidement et en plus tu vois il est assez explosif je trouve. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment dommage. Là en fait sur ces derniers combats on a vu aucune progression, tu vois. après, c'est la réalité pour lui quand même, c'est difficile dans le sens où il a un physique il est assez petit, Non, trapu, mais gars, je te jure, écoute, et hein, moi en tout cas pour l'avoir vu arriver à l'époque quand j'étais au Factory, je te jure qu'il s'entraînait bien, il progressait bien, il a une très très bonne lutte, très solide. Mais là en fait, depuis tout ce temps, je vois aucune progression et surtout aucune gestion de combat. Tu vois, donc je trouve que c'est un après, petit peu... moi, Il se tire une balle dans le pied, en fait, j'ai l'impression, quoi. je sais pas, mais je trouve que les profils comme Hugo Guillon et tout, c'est compliqué. C'est des mecs qui savent boxer en ligne, Ah non, ils vont après, bien garder à sûr, hein, moi, distance. là, je reviens Euh, même pas. Et on va pas se mentir, là, Hugo Guillaume, il y a eu une grosse progression depuis sa dernière sortie à Arès. Franchement, il y a une belle progression. et d'ailleurs, pour moi, ouais, le combat à faire, en tout cas, c'est la revanche entre Jackie Jeanne et Hugo Guillon. Vraiment, pour moi, Ouais, ça... C'est... je Ouais. trouve que franchement, ça serait une belle histoire. Les deux, ils ont fait leur chemin au RS. Et franchement, en tout cas, c'est le combat à faire selon moi. Ensuite, il y a le combat polémique, mais je te jure, Jordan Zebo contre Wissam Akmouche. Euh, Moi, quand je regarde, alors, en tout cas, si je devais scorer le combat, vraiment sur la base des anciennes règles, il n'y a même pas photo où Wissam Akmouche, il gagne le combat. Maintenant, j'entends les arbitres qui disent oui, mais les nouvelles règles, les dommages et tout. Mais tu vois, quand tu regardes le premier et le deuxième round, Zebo, il fait pas non plus du dommage. Ouais. Et quand tu regardes les frappes significatives, la manière dont elles sont comptabilisées par Ares, ça veut rien dire. Parce que, il met des toutes petites frappes, il les met en frappes significatives. C'est pas vrai, c'est pas ça les frappes significatives. Et j'ai l'impression quand même que, en fait, ce qui me gêne avec cette politique du dommage, c'est que ça laisse trop de place à l'interprétation et j'ai l'impression que, en fait, c'est toi et ta chance. Parce que tu vois, Jordan Zebo, quand il fait le combat avec Delguera, bah, il amène au sol, Delguera il frappe et on met Zebo vainqueur. Ben, moi, je me Là, rappelle, je donnais Delguera vainqueur, hein, par exemple. mais même moi. Et là, Akmouche, il fait le combat le premier round. Je vois même pas comment tu peux le faire perdre à Wissam. Le deuxième round, il y a une série de coups à un moment donné de Akmouche. Pareil, le deuxième round peut-être un peu plus équilibré, mais je vois pas comment tu peux le faire perdre à Akmouche. Mm. Et le troisième round pour Zebo. Mais et tu vois, c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre parce que si tu mets Zebo vainqueur contre Delguera, tu peux Mhm. pas mettre Zebo vainqueur contre Akmouche. Tu vois, à un moment donné, il faut qu'il y ait quand même une sorte de justice ou de et en fait, c'est là où tu vois que dans les critères de notation, en fonction des juges que tu as, bah, l'interprétation elle est complètement différente et du coup ça a plus de sens, quoi, Ouais. parce que, et en plus de ça, je trouve qu'on récompense plus l'agressivité et tout. Attends, c'est trop facile. Si tu acceptes d'être au sol, tu mets des petites frappes au sol et on te met le round parce que tu as mis des petites frappes une fois que tu étais sur le dos. Enfin, ça marche pas Ah, comme ça quand même, tu vois, le Mika, MMA. franchement, en fait, moi, je peux pas trop discuter par rapport au combat parce que j'ai vu le dernier round, ben, je l'ai vu chez toi. Et je crois qu'il était Bah, le déjà dernier round, il entamé. est pour Jordan. Il était Le déjà dernier round, entamé, il hein. est. Non, mais en gros, j'ai même pas de recul sur le combat. Et je sais qu'en tout cas, genre, Youssef, il m'a dit qu'il a fait une réclamation auprès de la Fédé pour que la décision elle soit changée. Bah, Mais je pense pas que tu changes la décision parce que comme je dis, tu vois, les rounds, ils sont pas non plus de manière outrageusement dominés. Tu vois ce que je veux dire? C'est une interprétation. Et donc, à partir de là, pour moi, tu peux pas changer la décision parce que, euh, selon moi, hein, après, je me trompe peut-être, mais tu peux pas. C'est de l'interprétation. Tu vois, comme José Aldo, il peut faire la réclamation qu'il veut contre Zahabi, ouais, il va après, perdre le combat quand même. je sais pas si ça marche comme ça, l'UFC, hein. J'ai jamais vu Non, de mais c'est décision dans tous changée. les états. Si tu fais une réclamation, le combat, il Bah, passe dans une commission, etc. Mais attention parce en, que, en- tu sais, quand Jackie Chan il avait combattu contre Bison, il y avait eu des coups illégaux. L'arbitre, il avait non, mais arrêté. ça, c'est différent. Ouais, mais C'est des coups illégaux. ouais, mais ça s'était soldé par une Un no victoire. contest. Non, par Mais une victoire, en fait, ouais, de mais base, et il y a eu un appel derrière. oui, mais parce qu'il y a eu des coups irréguliers, comme comment il s'appelle là, le petit jeune qui était fort au sol. Dès qu'il y a des coups irréguliers ou du dopage et tout, c'est différent. Effectivement, tu peux revenir sur une décision. Mais de revenir sur une décision des juges parce qu'il y a une interprétation, non, malheureusement, ça changera pas. Ouais. Malheureusement, ça changera pas. À moins que ce soit vraiment genre outrageusement dominé, tu vois. Mais c'est pas le cas. Donc, mais moi, je suis d'accord avec Wissem qu'il y a quand même.
à un moment donné, il faut que ce soit clarifié les choses parce que j'ai l'impression que les juges, chacun a une interprétation trop différente et du coup, tu n'as pas d'uniformisation et donc du coup, tu comprends un peu rien à ce qui se passe. Et c'est toi et ta chance et en fonction des juges, bah, tu gagnes ou tu perds. Bah Et écoute, ensuite, le main ouais. event, Bessangour qui affronte Thiago Lima, bah, franchement, combat à sens unique. Après, j'ai tourné en prépa avec Bessangour et franchement, c'est là que je me suis rendu compte qu'il était vraiment fort. Et même pour être honnête, c'est là que je me suis dit, Doumbé aussi est solide. Parce que crois-moi que quand tu as Bessangour devant toi en sparring ou autre, c'est dur. C'est vraiment dur. Et c'est là que je me rends compte du niveau aussi de Doumbé quand même. Et ça, je tenais à le souligner quand même parce qu'on oublie un peu, mais je trouve que quand même, en boxe, c'est là qu'on voit qu'il est très très fort. Il a un coup d'œil de ouf, Doumbé, et qu'il arrive quand même à adapter ses distances en MMA. Mais Beisangour, il m'a impressionné, franchement, et c'était à l'entraînement, et je le trouve vraiment solide, fort, explosif. Et le pire, c'est que je pense qu'il peut progresser encore en lutte, etc. Donc j'ai hâte de voir la suite pour lui bah Non, parce ça que ouais, c'est une certitude, hein. Moi, je m'étais les gars avec lui il y a maintenant plus d'un an, quand on était, tu sais, encore à Rungis au Venom Training Camp là, du Factory, et franchement très solide, hein. Ça, c'est un bloc, et tu sais, en parlant de coup d'œil de Doumbé, il a un super bon coup d'œil aussi, Baki. C'est un coup d'œil différent, tu vois, mais très bon coup d'œil, et il a une marge de progression, elle est encore énorme. Dis-toi qu'il a que 23 ans, tu vois. Il a que 23 ans, donc il est même pas encore à son, on va dire il est même pas dans la force de l'âge, et tu vois, il a une maturité de dingue. Il a du temps de cage, parce que c'est vrai il avait pas mal de critiques en disant qu'il finissait pas ses combats, mais la réalité c'est que lui de son côté, bah ça lui faisait beaucoup de temps de cage. Là, il a su finir le combat au deuxième round. Je vais te dire que voilà, il a encore l'avenir devant lui pour progresser. Il est bien entouré, il a la tête sur les épaules, donc franchement, non, je pense qu'on a encore vu peut-être aller 10-20% de son potentiel à Baki. Et ouais, ouais, voilà. en tout cas, c'est solide et on a hâte de voir la suite et vraiment, il m'a impressionné. Ce week-end aussi, je reviens vite fait au Brave. On a trois Français qui se sont illustrés au Brave. Euh, Déjà, je tire mon chapeau à Kevin Ruhart. Bon, c'est un Suisse, mais je tire mon chapeau. Il a signé une belle victoire par KO au deuxième Ouais, round. Bravo à lui. Ensuite, on a Youssef Bouganem qui poursuit son ascension en MMA, 4-0. Il gagne par KO TKO au deuxième round face à un Grec. Alex Loury qui fait un combat de malade. Il est dominé au premier round et avec une sorte de triangle inversé, il résiste. Et au deuxième et troisième round, il inverse la tendance. Et surtout, ce que j'ai kiffé au troisième round, il met un grand endpoint puissant en ouais, fin de combat. Ça veut dire que dans la dernière minute du combat, à la 15e minute, il prend une montée et il met un grand endpoint puissant de ouf. Félicitations à Loury qui signe vraiment une belle victoire. Et celui qui m'a vraiment impressionné aussi, c'est Damien. ouais. Damien Lapillus, parce que franchement, il avait un adversaire. Je sais pas si les gens ils savent. Le mec, c'est trop marrant. Il s'appelle Victor Hugo. C'est un C'est vrai que Brésilien. j'ai entendu ça, ouais. C'est un Brésilien, mais il fait pas partie de la filière brésilienne. Il est vraiment fort. C'est pas genre un Brésilien à C'est un faire vétéran valoir. du Dana White Contender Series et de l'UFC. Ouais, c'est ça. C'est un gars qui vient de l'UFC. À l'UFC, il a en plus un bon score, hein. Il a 1-1, tu vois. Et le dernier combat qu'il perd, c'est contre Bacharat, donc c'est Ouais, Farid solide. Basharat, ouais. Ouais, c'était contre Topuria Holloway sur la même carte. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui est actif. Et Damien, pour moi, franchement, il prend le premier et le troisième round de manière sûre. D'ailleurs, les juges lui donnent les trois rounds. Et c'est moi, le deuxième round, je le trouvais un peu disputé, pour être honnête. Mais les juges lui donnent les trois rounds. Le deuxième round était un peu plus disputé. Mais Damien, franchement, grosse intelligence de combat. Il a bien géré. Il s'est relevé à chaque fois. Il a boxé. Il a relancé ses efforts. Et l'adversaire, il était franchement pas facile. Je sais pas si, encore une fois, j'insiste, hein, le mec est normalement chez les bantamweight, il est 46e. Là, il a combattu chez les featherweight en 66 kilos. Donc, je pense il a accusé un peu le coup sur comment dire, le physique, effectivement, de Damien. On sent que le mec, il est peut-être un peu plus, il est fait pour les catés d'en dessous, mais quand même.
Damien, il a affronté un vrai blaze et félicitations à lui pour ce retour parce que le gars était vraiment fort. Ouais, en plus, surtout que ces derniers temps, il devait recombattre à l'Octagone. Après, il y avait un empêchement vu que il est toujours suspendu par la FMMAF. Donc, voilà, il y avait une liaison entre la Fédé d'antidopage qui travaille avec l'Octagone. Donc, voilà, il a vu en fait un camp d'entraînement, on va dire, partir dans le vent. Et donc, voilà, là, c'était un retour pour Damien. En plus, on sait qu'il a passé une année très compliquée ces dernières années avec la suspension. Il s'est vu, on va dire, s'attribuer du rouge sur ses victoires et tout. Donc ouais, c'est un beau retour pour lui et encore félicitations à lui. Après, j'avoue que j'ai pas pu regarder les combats moi parce que je sais clairement pas en fait sur quelle chaîne ça passait, ni j'ai C'était essayé sur de. DAZN. Ah ok C'était ok en fait le ouais break, il passe sur DAZN mais voilà, félicitations au Momo hein, qui a organisé ça avec le Warrior Fight Night en fait en parallèle en et collaboration ouais. franchement en collaboration et bravo à eux, belle opération et Ouais. la carte était pas mal d'ensemble. Et D'ailleurs je ouais. reviens juste sur ce petit coup de gueule que j'avais passé notamment Ah au merci. KSW Non, ok, avec oh, l'annulation du ouais. PFL. Alors j'ai pas la raison Mika, exacte de cette excuse-moi, excuse-moi, juste je te coupe. Ça fait un petit moment que je passe des coups de gueule sur le PFL et des fois je recevais des messages, voilà, qu'on n'était pas trop d'accord avec moi et je pense que les gens vont maintenant comprendre pourquoi est-ce que et en plus surtout, ben, tu l'as mieux résumé que moi, mais en plus c'était le bon moment de le dire ça. Franchement, tu l'as dit au bon moment. Je pense qu'ils sont pas très contents de te voir toi, mais vas-y, je Non, te laisse mais poursuivre. après, non, c'était respectueux de leur part parce que les gens ne savent pas, mais il y avait un combat qui allait nous proposer Yves Landu contre Azael. Contre Azael, ça aurait été un combat de ouf. Les deux se préparent. Mais tu sais que Mansour ce Badrami combat-là, qui se prépare. il avait pas été en plus annoncé officiellement. Non, pas encore, Ah ouais. mais c'est pour ça que je te dis, il y avait vraiment, genre, cette carte, tout le monde l'attendait. Et moi, je suis le premier déçu parce qu'elle se fait pas, alors que ce combat-là, pour moi, c'était genre le combat que je voulais Mais voir. Vraiment sur bien la sûr, carte, ouais. c'était le. Et je trouve que c'est. En fait, les gens, ils se rendent pas compte, mais tu as des combattants qui ont engagé des frais. Moi, c'est ça qui me rend ouf. Tu as des combattants qui ont engagé peut-être 3 4 5 000 euros de leur poche, tu vois. Et eux, évidemment, qui vont pas se plaindre du PFL parce que c'est leur employeur. Tu vois, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Mais la réalité, je pense que ça leur fait du bien que certains médias s'emparent du sujet. Et nous, si on peut porter cette voix parce qu'on est libre, alors autant le faire. Et peut-être, tu as raison. Pourquoi je suis libre de le faire et pourquoi parce que d'une, je travaille pas à DAZN, parce que le PFL n'est pas retransmis sur les chaînes d'RMC et parce que j'ai pas de contrat avec le PFL. Donc ma parole, elle est entièrement libre. Mhm. Et c'est plus facile pour moi de prendre la parole. Mais je te jure que ça, c'est une injustice de fou. Je comprends pas qu'on puisse faire ça à des combattants. Je comprends. Et là, il t'annonce la carte PFL en Belgique en t'annonçant certains combats. Et tu as par exemple Abirora, on nous dit, ouais, on va vous présenter l'adversaire qui va affronter. Ça veut dire que même Di Franco, il combat plus. Ouais. C'est Tu vois, abusé, je ouais. trouve que c'est injuste de fou. Franchement, c'est injuste. Et puis même, Mika, même si Di Franco, il avait été booké sur cette carte-là, entre le 23 mai et le 5 juillet, bah, c'est deux camps d'entraînement différents. Bah, Et en et plus, puis là, je ça se crois que trouve, c'était à 3 semaines. bah ouais, ça se trouve, L'annulation, ils l'ont pas repris parce que lui, il doit reprendre le travail, parce qu'il peut-être il a planifié des vacances. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? Et ça, je trouve ça trop injuste. Non, Mais mais je vraiment. pense que c'est pour ça que puis même quand on voit que Patty Mix l'ancien champion Batam ouais, qui quitte le PFL, il y avait Patrice Obi. Bon, après il y a eu tu sais la fusion entre le PFL et le Bellator donc on suit pas trop, je sais même pas si ça va encore se faire. On voit pas mal de champions qui demandent à quitter l'organisation. C'est pour cela que je pense que les Français avant de s'engager dans le PFL, ils devront peut-être tu sais, prendre un petit peu de recul et voir si c'est une bonne chose à faire parce que moi j'ai l'impression que l'organisation elle est vraiment en train tu sais, de chuter tu vois il y a même je crois Dakota là tu sais la championne là qui avait tweeté tu sais comme si en fait elle voulait être demandée à combattre et franchement quand un combattant il demande à combattre sur les réseaux c'est que ça va pas du tout tu vois donc c'est assez flou, on sait pas vraiment ce qui se passe au sein du roadster, au sein de l'organisation, ça c'est vraiment flou, tu vois. Et ben forcément l'événement il est annulé quoi, peut-être 2 semaines. Et on sait très bien qu'à 2 semaines le camp d'entraînement il est clairement terminé. Il y a le régime, il y a le coaching, il y a les sparring, il y a aussi tu sais c'est vraiment tout un écosystème. Il y a les coachs qui engagent du temps, de l'énergie, il y a les sparring qui engagent du temps et de l'énergie. Il y a aussi les acteurs principaux, les combattants, et malheureusement, bah, il y aura pas de frais, il y aura pas de défraiement, ils vont pas être dédommagés.
Non, et on sait même pas quand est-ce qu'ils vont être bookés parce qu'on sait très bien que les Français généralement qui sont engagés avec le PFL Europe, ils combattent généralement que quand il y a le PFL Paris ou encore quand il y a le PFL Dublin, tu vois. Et là, voilà, il y a plus de Français qui ont rejoint cette ligue-là, donc c'est vraiment flou, tu vois. Et je pense qu'à un moment donné, ouais, certes, c'est pas peut-être la meilleure solution d'être en conflit avec son employeur, mais je sais pas, après à un moment donné, peut-être qu'il faudrait que la Fédé bah, elle fasse quelque chose. Il faudrait peut-être qu'il y ait un syndicat maintenant qui a été créé. Non, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de mouvement et que la Fédé peut-être qu'elle commence à se mêler, je pense aussi des contrats, de tout ça, quoi. Parce que bah malheureusement, bah, c'est toujours le combattant qui subit et derrière, bah voilà, il se passe rien, quoi. Et ça avance pas. Mais il se passe rien. Et en fait, le problème, c'est que le PFL, ça reste une organisation haute et tu en as beaucoup qui tremblent. La réalité, c'est beaucoup qui vont trembler parce qu'ils vont se dire, ouais, non. Et en tout cas, moi, je te dis, tu vois, quand tu es combattant, tu vois ça, je crois, tu dois être tellement dégoûté, tu n'as même plus envie de combattre pour eux. Après, j'entends toujours ceux qui disent, ouais, mais ils me payent mieux que personne ne m'a jamais payé et tout. Ok, Mais le problème, mais c'est la à réalité, quelle fréquence ils vont te payer, enfin, à quelle bah, fréquence ils vont te faire combattre, regarde, tu et, vois. et puis, est-ce que du coup, c'est une voie de garage ou est-ce que vraiment, tu vois, tu fais partie de leur priorité et tu penses qu'ils vont te construire, tu vois? Et je pense que, je sais pas, tu vois, bon, vraiment, je te dis, j'ai Ouais. du mal avec ça. Maintenant, moi, je suis pas là-bas. Si j'étais là-bas, vraiment, genre, voilà, c'est quelque chose qui m'interrogerait. Ouais. En tout cas, je pense qu'on arrive en fin de podcast. Ouais. En tout cas, voilà, ça va être quoi la nouvelle vie de retraité? D'ailleurs, maintenant, je vais t'appeler l'ancien. Ça va être quoi la Bah, nouvelle si tu vie? veux, tu peux m'appeler l'ancien. Bah écoute, non, le travail, là, je reprends un travail avec des fortes responsabilités et un volume horaire de travail important. Et voilà, c'est ma vie depuis toujours, de toute manière. Et j'ai hâte de reprendre ça. Moi, et je vais aller faire du kitesurf aussi. Donc, je vais vous faire profiter un peu de ma progression en kitesurf. Et c'est tout, juste kiffer. Et puis suivre avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans le MMA français, parce que, comme je te le dis, il y a la jeunesse qui arrive et on a encore deux Français qui sont aux portes de la ceinture, là, Cyril Gane et Nassourdine, qui peuvent aller chercher les ceintures. On a Saladin Parnasse au KSW qui nous fait rêver. On a des gars au Bellator enfin au PFL comme Azael qui monte, des mecs comme Yves Landu qui continuent à nous faire rêver, Grégory Baben, Mansour Barnaoui. Bref, il y a tellement de Français qui nous font kiffer que bah faut les suivre et on va kiffer et puis c'est tout, hein. Bah, en tout cas, Mika, on te souhaite le meilleur, toi, pour la suite, une bonne retraite. Merci de nous avoir fait vibrer toutes ces années. On va Là, te... t'inquiète, je suis pas mort, Je je vais suis toujours là. je vais t'introduire dans le Hall of Fame français. Tu vas être le premier d'une longue liste et je suis sérieux, hein. Vraiment, c'est un truc que j'ai mis dans ma tête. Et voilà, en tout cas, nous, on va continuer à vous faire kiffer, à vous donner de l'actualité, des croustilles, et bon, même s'il y en a moins un Exactement. petit moment. Et juste pour rappel, moi, je serai au commentaire le 14 juin à Chambéry pour le duel 4ème édition, donc ça sera diffusé en live sur la chaîne. Donc voilà, comme on vous l'avait déjà expliqué, c'est un événement qui apporte sa touche en innovant, en mettant un timer monétaire. Il y aura quelques nouveautés aussi qui seront annoncées sur la chaîne pour l'événement du 14. Après, ouais, en termes d'événements, il y a aussi le retour de l'AEC de Willy Sirop qui aura lieu le 7 juin à Liège avec de beaux main events. Et comme on l'avait dit souvent, c'est une organisation qui a fait éclore pas mal d'amateurs et de professionnels, notamment Patrick Abirora qui est passé par là-bas. Il y a eu Samba Sima qui est passé par À grain là-bas. aussi. Du Ragrin, il y a eu Amaury Wako. Donc voilà, franchement, il y a de belles orgas sur le territoire français et belge aussi. Donc, en tout cas, voilà, l'avenir ne peut être que radieux. Donc, voilà. Mika, un dernier mot pour la fin? Suivez-nous, on va essayer d'être vraiment là. On va revenir dans notre créneau du lundi 18h, là, parce qu'on voit beaucoup qui commencent à publier le lundi 18h, mais le vrai hebdomadaire, c'est nous, lundi 18h, les gars. Ça bouge pas, on est de retour. Merci à tous, salut.